Alors, bonjour à tous d'abord. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Luc, quand on dit Afrique, souvent on pense risque. C'est vrai malheureusement dans pas mal de domaines et de secteurs professionnels. J'ai envie d'ajouter que quand on pense capital investissement, on pense aussi risque. Simplement, on pense risque gérable, on pense risque mesurable. Et je pense que toute la question de ce panel aujourd'hui, ça va être de ce deuxième panel, ça va être de voir en tout cas comment on peut gérer les risques et comment on peut écarter le côté irrationnel de certains risques auxquels on pense quand on pense au marché africain pour se reconcentrer sur la manière de résoudre les vrais problèmes qui peuvent se poser. Pour répondre à ces questions, on a un panel très varié ici. Alors comme j'ai très peu d'imagination, je leur demanderai de faire exactement le même exercice que pour le premier panel, donc de se présenter en quelques phrases. Et comme je manque extrêmement de politesse, je vais commencer par moi-même. Je suis donc Mathieu Balu, journaliste pour la chaîne d'information panafricaine Alcara TV. Donc je vais vous passer peut-être la parole un par un. Peut-être Pierre-Yves Denez peut commencer. Merci. Donc Pierre-Yves Denez, je travaille chez Auric Rambaud-Martel, que j'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Je travaille sur les fonds de private equity depuis 5 ans, grâce à Pascal qui m'y a initié et que j'en remercie. Il m'a fait découvrir un petit peu ce que c'était que ce monde particulier. Je connaissais les fonds de private equity français, mais je ne connaissais pas les fonds de private equity africains. Et donc, Pascal m'a sollicité pour, au départ, aider un DFI à investir dans un fonds de private equity africain, et puis par la suite assister des fonds de private equity africains pour leur structuration et pour leurs opérations. Brahim El-Jai. Oui, Brahim El-Jai, donc directeur général de Maroc Invest. En fait, Maroc Invest fait partie d'un groupe qui s'appelle Afrique Invest Uninvest. C'est un groupe indépendant de private equity qui a pris naissance dans les années 90 en Tunisie, avec des fonds modestes, de taille modeste, je dirais, de l'ordre de 10 millions de dollars pour démarrer le métier du capital investissement en Tunisie. Et à partir de l'an 2000, à la demande de nos investisseurs, nous avons créé en fait Maroc Invest pour constituer le premier fonds régional pour l'Afrique du Nord. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe. Donc c'est un fonds qui ciblait les 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Et fort de cette expérience, à partir de 2004, en fait, nous avons eu l'envie et puis la volonté d'aller un peu plus vers le sud, et nous avons monté le premier fonds pour l'Afrique subsaharienne, initialement pour cibler plus l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc ça, c'était en 2004. Bon, à partir de là, les expériences ont été plutôt bonnes et nous avons réussi en fait à lever la 2e génération de fonds pour l'Afrique de l'Ouest, enfin pour l'Afrique subsaharienne, pardon. Et nous en sommes à la 3e génération de fonds pour le Maghreb. Donc nous avons aujourd'hui en gestion à peu près 600 millions d'euros qui se répartit à 60-40 entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Nous avons également quelques initiatives locales ou dans des domaines spécifiques. Par exemple, un fonds spécialisé toujours en Afrique dans le secteur financier. Au Maroc et en Tunisie, nous avons également des initiatives de fonds locaux. Une première initiative qui date de cette année, un fonds public-privé, donc en partenariat avec le gouvernement marocain pour le Maroc. Et nous avons une initiative similaire en cours de mise en œuvre en Tunisie. Voilà. Laurent Klein. Bonjour. Donc, Proparco est un des membres de cette communauté des DFI dont on a déjà un petit peu parlé, donc communauté qui est constituée d'institutions et multilatérales. Du côté de Proparco, nous sommes rattachés au groupe Agence française de développement. Nous sommes un établissement financier qui a à la fois une activité de crédit et puis qui investit, qui est également investisseur en capital, investissement que nous réalisons soit de façon intermédiaire au travers de gestionnaires de fonds, soit par le biais d'investissements directs. Et dans cette communauté des institutions de développement, je crois que la spécificité de Proparco, c'est d'être, je pense, l'institution qui est la plus africaine dans l'exercice de ces activités. Juste quelques chiffres pour illustrer ça.
On a un portefeuille de fonds d'investissement dans lesquels nous avons investi d'une 60aine de fonds. Les 2 tiers des fonds dans lesquels nous avons investi sont des fonds qui se concentrent sur la zone Afrique, à la fois Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. On a à peu près un tiers de nos fonds en Afrique du Nord, un tiers en Afrique subsaharienne, et le dernier tiers sur l'ensemble des autres zones sur lesquelles nous intervenons, donc marché émergent notamment. Sur notre portefeuille d'investissement direct, cette caractéristique africaine est encore plus marquée. Un peu plus de 80% on a un portefeuille d'une 60aine également de lignes d'investissement direct. Un peu plus de 80% de nos investissements directs sont réalisés sur le continent africain. Proparco intervient dans la région au travers on a 8 bureaux. Le réseau de notre maison mère, l'Agence française de développement, est assez large en Afrique. Et en termes d'activité, on a parlé en termes de structure un peu de portefeuille, mais en termes d'activité, notre équipe, on a une équipe qui est constituée de 17 personnes, je parle de l'équipe d'investissement uniquement, de 17 personnes, 12 investisseurs. On investit environ 100 à 150 millions d'euros par an, encore une fois, beaucoup en Afrique. Et puis on gère également une activité de gestion pour compte de tiers. On gère un fonds d'investissement pour le compte de notre maison mère, l'AFD, un fonds qui s'appelle FISEA. C'est un fonds de 250 millions d'euros qui, lui, est exclusivement dédié à la zone Afrique subsaharienne. C'est à la fois un fonds de fonds et un fonds qui permet de faire des investissements directs. Et sur la zone Maghreb, nous gérons également un véhicule qui s'appelle Averroès et qui est un fonds de fonds constitué avec la Caisse des dépôts et consignations française pour permettre de soutenir des investisseurs, des gestionnaires de fonds sur la zone Méditerranée. Rajan Rosic. Moi, je suis Rajan Rosic de Trident Trust. C'est une société qui existe depuis 34 ans et qui offre le service d'enregistrement dans des juridictions offshore et administration des fonds, des corporates. Et moi, je suis principalement du bureau de l'île Maurice. On s'occupe de l'Afrique depuis 10 ans. On a principalement commencé avec l'industrie de la bière. Le SCB Miller ou le groupe Castel voulait s'enregistrer offshore pour investir en Afrique. Et maintenant, on s'occupe principalement des fonds d'investissement. On donne le service à une trentaine de fonds d'investissement qui investissent en Afrique et on s'occupe d'un asset de 2,5 billions de l'île Maurice. Alors avant de dialoguer avec la salle, on va aborder ensemble les points qui pourraient faire l'objet de certaines craintes ou pour revenir particulièrement sur certains risques. Pour ça, on va proposer de procéder par étapes, un peu par chronologie. Le premier point de cette chronologie, ce qui me semble important, c'est celui de la domiciliation. On sait que c'est toujours un point important et c'est toujours un compromis. Pour l'Afrique subsaharienne, la question se pose peut-être de manière encore plus brûlante, en partie d'ailleurs parce que les législations sont inadaptées pour certaines d'entre elles à une domiciliation offshore. Alors j'ai envie de commencer par me tourner vers vous, Pierre-Yves Denez. Comment répondre à ce problème de la domiciliation lorsqu'on veut investir en Afrique? Et ensuite je me tournerai vers Rajan. Je pense que la première question à se poser, c'est qui vont être les investisseurs qui vont investir dans le fonds. Parce que selon, et le panel précédent, notamment Luc l'expliquerait très bien, selon que vous êtes en France, que vous montez votre fonds pour des investisseurs privés en France, ou que vous investissez pour le compte, vous montez un fonds pour le compte de DFIs, je pense que les réactions vont être fondamentalement différentes. L'expérience montre qu'aujourd'hui, et je pense que Rajan est bien placé pour le savoir, c'est qu'il y a un fort appétit pour la place de l'île Maurice pour constituer les fonds. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première est sans doute la flexibilité avec laquelle on peut constituer un fonds à l'île Maurice. Ça va vite et il y a un encadrement législatif qui existe. Et la deuxième est fiscale, puisque l'intérêt de la place de l'île Maurice, c'est une fiscalité attractive, ce qui en fait une des destinations phares à l'heure actuelle pour les fonds qui souhaitent investir en Afrique, mais pas seulement, parce que je crois que l'île Maurice est aussi beaucoup utilisée pour les investissements en Inde. Donc ça en fait une place assez attractive. On voit aussi aujourd'hui de nouveaux fonds qui se constituent à Guernsey ou à Luxembourg pour des investissements en Afrique.
C'est d'autres alternatives, mais peut-être parce que la nature des investisseurs même, peut-être que leur expérience, ils ont plus l'habitude d'investir à travers des fonds qui sont situés en Europe, et donc ils ont plus d'appétit pour ce type de structure. Pour des investisseurs comme Proparco ou la plupart des DFIs, ils connaissent bien la plupart des juridictions par lesquelles on passe pour constituer un fonds, et l'île Maurice fonctionne assez bien. Alors, Rajan, est-ce que l'île Maurice, c'est la panacée Au fait, traditionnellement, l'île Maurice était vue comme bonne juridiction pour aller en Afrique parce qu'on a une compréhension du marché africain. On forme partie de l'Afrique lui-même. Et aussi, en termes de fiscalité, oui, mais pas nécessairement parce que l'île Maurice a plus que des traités de non-double imposition. Il y a ce qu'on appelle Investment Protection Agreement, IPPAs, qui étaient récemment exercés aussi et à justifier à Zimbabwe. Peut-être aussi parce que notre Premier ministre a un bon entente avec Zimbabwe, mais le agreement a été testé et ça s'est montré viable, à part l'impôt, mais ça aussi c'est nécessaire. Brahim, vous avez évidemment une oui, expérience... Juste un commentaire, en fait, parfois il arrive, comme l'a dit Pierre-Yves, que la qualité des investisseurs que vous avez vous impose aussi la localité du fonds. Je donne un exemple. Nous avons dans nos derniers fonds la Banque africaine de développement qui n'a statutairement la possibilité d'investir qu'en Afrique. Et donc la seule zone qui émerge et qui apporte les réponses en fait, à nos exigences en tant que gestionnaire de fonds et aussi aux exigences d'autres investisseurs, c'est l'île Maurice. Donc pour nous, la question est réglée au départ, puisque nous avons un investisseur qui exige que la localité soit en Afrique. Après, il y a les aspects fiscaux et les aspects accords entre les pays où les fonds vont investir avec le pays où vous allez localiser les fonds qui rentrent en ligne de compte. Et ça nous amène en fait à créer aujourd'hui, je donne l'exemple de notre groupe, nous avons le Maroc a signé par exemple un certain nombre d'accords de non-double imposition avec certains pays d'Europe, le Luxembourg par exemple. Donc pour nos investissements au Maroc, nous créons un véhicule dédié qui est filiale de fonds qui est logé à Maurice par exemple, pour permettre une défiscalisation de nos investissements. Donc c'est un aspect important. Laurent Klein, au sein de Proparco, vous avez un point de vue particulier sur ce phénomène, notamment les domiciliations offshore, puisque je crois qu'il y a la classification des juridictions non coopératives qui peut... Oui, peut-être juste un point d'attention. Déjà, peut-être en commençant sur Maurice, je crois qu'effectivement, pour les investissements en Afrique, c'est une place un petit peu incontournable. Hein. Proparco, au titre de notre portefeuille d'investissement, en tout cas de la nouvelle génération de fonds qu'on a pu soutenir, des fonds qui sont encore actuellement en phase d'investissement, c'est plus de la moitié des fonds qu'on a soutenus qui sont domiciliés à Maurice. Peut-être juste en termes de points d'attention, c'est attirer notamment les gestionnaires à une attention particulière sur les lieux d'enregistrement des fonds des sociétés de gestion. Il y a une attention grandissante des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, au titre des places d'enregistrement des fonds d'investissement. On entend tous ces jours-ci hein, le débat, qui n'est pas seulement lié aux fonds, mais aux structures d'investissement agressives en termes d'optimisation fiscale. Je crois que il y a une vraie attention portée par la communauté d'investisseurs sur ces sujets-là. Au titre de Proparco, par exemple, on a été amené à faire une pause dans nos investissements dans des fonds au cours de l'année qui vient de s'écouler. On est en train de redémarrer et un des éléments, ce n'est pas le seul, mais un des éléments qui nous a conduit à faire cette pause pour repenser notre façon d'investir a été justement porté sur ces éléments je ne suis pas du tout sur les sujets de transparence fiscale hein, qui est nécessaire pour l'activité d'investissement, mais vraiment de lieu de domiciliation, ça a été un sujet pour nous et ça l'est pour d'autres investisseurs qui sont très présents sur le continent.
Donc en parlant de transparence justement, je pense qu'on pourrait aborder maintenant la question de la collecte d'informations et des due diligence, qui est vraiment une question qui revient souvent en fait quand on discute avec des gens qui sont partis de ce secteur. C'est vrai que le mot opacité revient aussi souvent et est souvent associé à l'Afrique. Alors, est-ce que d'abord les remontées d'informations des entreprises se passent bien? Est-ce que là on a un risque? Est-ce que c'est un risque un peu irrationnel? Rajan, est-ce que par exemple vous pouvez... Au fait, on peut mettre ça sous deux tendances. Il y a les nouveaux fund managers qui lèvent leurs fonds et l'information, ça ne passe pas vite, ça prend du temps. Mais il y a des fund managers qui sont déjà installés et ont leur système de back-office et tout le truc. Les informations, ça passe assez vite. Mais le message qu'il faut comprendre aussi pour les nouveaux fund managers, c'est qu'en temps de difficulté, il y a des instances qui peuvent les aider s'ils passent l'information. Par exemple, Proparco, IFC ont des équipes spécialisées sur des trucs qu'eux peuvent apporter plus. Mais ça a tendance à bloquer pour les nouveaux fund managers et les informations ne passent pas vite, malheureusement. Donc il y a des progrès à faire. Brahim, est-ce que ce genre de problème, ces problèmes, des questions de remontée d'informations justement, est-ce que ça peut affecter les candidats potentiels, le nombre de candidats potentiels? Oui, mais en réalité, il n'y a pas d'opacité. Il y a un problème de travail à faire. Enfin, il y a un travail à faire pour avoir une information fiable. Et là, il faut être sur le terrain. C'est clair que si je prends le cas de notre groupe, nous avons pris le pari d'être dans les pays dans lesquels nous intervenons, d'être présents localement avec des équipes locales. Et donc nous maîtrisons en quelque sorte les circuits d'information, nous essayons de les enrichir. Mais c'est clair qu'une information globale consolidée nécessite une organisation spécifique et je pense que c'est le travail aussi des associations telles que l'AFCA d'être un relais entre les institutionnels, les investisseurs privés et les gestionnaires de fonds ou ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, ça se règle. Selon les zones, en fait, on commence à avoir vraiment des informations fiables et régulières. Quand vous dites qu'il faut faire spécifiquement attention à ce problème, ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail en amont pour être certain de bénéficier des informations. C'est la clé. Aujourd'hui, une des clés du succès, c'est d'être présent sur le terrain et de collecter l'information, de savoir la relayer, de savoir la traiter et aussi de savoir la présenter parce qu'on a parlé tout à l'heure de perception ou de mauvaise perception du continent africain. C'est aussi lié à la désinformation qui règne par rapport à la réalité du continent. Et là, c'est presque une dimension, je dirais, marketing sur laquelle nous, les professionnels, nos investisseurs et aussi les parties prenantes, je parle des cabinets de conseil ou des associations professionnelles qui doivent faire aussi jouer un rôle de relais. Alors, quand on entre dans la phase d'investissement, il y a évidemment la question du risque juridique. C'est vrai que les pays d'Afrique subsaharienne sont en pleine réforme de leur système légal à ce point de vue. On a vu le dernier classement Doing Business qui avait une forte progression à ce niveau-là. Même s'il faut bien le dire, les pays d'Afrique subsaharienne restent en moyenne plutôt dans le bas du classement en termes de climat général des affaires. Sur le climat juridique, là encore, il y a beaucoup de craintes et il y a beaucoup de peur d'instabilité notamment. Laurent Klein, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez justement? Je pense que, en termes très clairement, pour des investisseurs, puisque je comprends que l'essentiel de l'audience, c'est des investisseurs qui ont l'habitude d'investir sur des marchés plus matures, des marchés OCDE, et les questions, les points d'attention qui reviennent assez fortement, c'est l'aspect sécurisant ou non du cadre juridique, et puis
Et puis la stabilité de ce cadre juridique dans le temps. Quand je suis investisseur en capital, j'investis, je veux être sûr, pour prendre un cas précis, quand je réalise mon investissement, de pouvoir remonter les produits de mon investissement. Je veux, donc, lié au cadre juridique, il y a le contexte politique ou l'instabilité politique qui peut être perçue dans certains pays, qui fait qu'un cadre ne va pas être stable dans le temps et peut du coup impacter de façon significative le business model d'une entreprise. Ce que je voulais juste dire de notre côté, c'est oui, on évolue dans cet environnement-là. Par contre, si on en vient aux chiffres, sur l'ensemble de notre portefeuille, je pense qu'on a à peu près, à la fois au titre de nos investissements directs et les investissements réalisés au travers de fonds, on doit à peu près avoir 300 entreprises qui ont été financées. Les cas où ce type de risque se matérialise sont vraiment très, très minoritaires. On a quelques cas de matérialisation et puis qui finissent par se régler. On parlait de sujets de contexte politique aussi, de matérialisation de risques politiques. Si on prend un des exemples au cours de des dernières années de ce qui s'est passé par exemple en Côte d'Ivoire, Proparco investit et continue et a toujours investi significativement en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de matérialisation significative, on était beaucoup investis sur le secteur de l'énergie, on n'a pas eu de matérialisation de risques, y compris dans un contexte politique et juridique instable. Alors, est-ce que Pierre-Yves Denette, vous êtes d'accord sur cette idée que l'instabilité juridique est quand même largement quelque chose de surévalué? Puis j'ai envie de vous demander aussi, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves, surtout, dans le domaine? C'est difficile de dire s'il y a des bons ou des mauvais élèves. Disons que, effectivement, nous, notre rôle en tant que conseil juridique, c'est de nous assurer que vis-à-vis à la fois des investisseurs, le fonds est structuré correctement pour éviter tout risque pour les investisseurs, risque juridique, mais également que les investissements sont réalisés par le fonds dans des bonnes conditions. Et donc, juridiquement, on essaye effectivement de se reposer à la fois sur l'OHADA, qui est quand même un système juridique qui permet maintenant qui a permis une certaine harmonisation des structures juridiques, notamment des types de sociétés dans lesquelles vous allez investir en tant que fonds, des modalités pour mettre en place des sûretés pour protéger vos investissements. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves ? Je pense que ça dépend un peu des moments, parce que finalement le risque juridique sur le long terme, il y en a pas beaucoup. Par contre, pour revenir comme le disait Monsieur Klein, c'est plus lié à un contexte politique qu'à un contexte stricto sensu juridique. Mis à part quelques cas qui ont pu exister dans le passé, comme des nationalisations, où là, effectivement, vous êtes en plein milieu d'un contexte politico-juridique où on applique une décision de façon unilatérale. Donc effectivement, il semble que le juridique soit pas vraiment le point d'inquiétude, mais plus le contexte politique. Brahim Eldja, est-ce que justement, vous avez eu peut-être des exemples concrets de moments où le contexte politique a amené au ralentissement, voire à l'arrêt de l'investissement? Oui. En fait, il y a deux niveaux de risque juridique. Il y a le risque juridique droit des affaires classique que nous essayons de traiter un peu comme on le fait en Europe. On est dans des environnements très comparables et on est bien entouré en général pour réaliser nos opérations. Et puis le risque qui vient à un plus haut niveau, au niveau de l'environnement des affaires, où là, notre marge de manœuvre et le levier est beaucoup plus faible, évidemment, parce que ça dépend des gouvernements, des pays dans lesquels on intervient. Bons et mauvais élèves, on peut parler de bons et moins bons, oui, c'est certain. C'est-à-dire, sans vouloir faire la promotion du Maroc, qui est mon pays, mais il y a 10 ans, le choix chez nous a été de dire on met en place des procédures simples qui vont favoriser l'investissement. Et sur le terrain, ça se passe très bien. Vraiment, ça se passe très bien parce qu'on investit sans contrainte et on désinvestit, on retransfère l'argent sans contrainte. Et quand on a des problèmes, je dirais, de litige,
là, c'est traité au niveau de nos pactes d'actionnaires, de la documentation juridique, comme on peut le faire en Europe. Après, on retombe dans les cas classiques de tribunaux. Leur efficacité est encore à revoir, évidemment. Après, si je compare le Maroc avec d'autres pays, c'est vrai qu'on voit des différences. Et ça, ce sont des choix, je dirais, de gouvernement. C'est-à-dire vous avez des gouvernements qui vont être beaucoup plus protecteurs parce que c'est un choix de gestion du pays ou de protectionnisme ou disons, c'est un choix politique. Et là, le levier pour les gestionnaires est beaucoup plus faible. On a de plus en plus commencé à faire de la sensibilisation ou même du lobbying pour promouvoir en fait le rôle des fonds auprès des entreprises et du secteur privé. On commence aujourd'hui, après 10-15 ans de travail, à avoir l'écoute des dirigeants, mais le poids qu'on peut avoir d'une région à l'autre diffère aussi de la sensibilité des gens que vous avez en face de vous. Et ça, c'est malheureusement, encore une fois, la marge de manœuvre pour nous, elle dépend aussi de... Donc, récemment, comme vous le savez, on a eu affaire donc face en Tunisie au printemps arabe. Les choses se sont plutôt bien passées, je dirais, sur le plan juridique, sur le plan économique. C'est un peu, disons, un passage, une transition, mais sur le plan juridique pur, nous n'avons pas été, disons, impactés négativement par ce qui s'est passé dans ce pays. Donc les choses continuent. Rajan, oui. Moi, ce que je voulais dire en termes de gestion, pas besoin de payer le gouvernement ou l'opposition, mais... Mais c'est mieux, c'est mieux. Vous pouvez prendre des assurances pour les risques politiques. Il y a pas simplement MIGA, mais il y a D-Risque, il y a Viventus, il y a d'autres sociétés qui offrent des assurances à divers niveaux pour le risque politique. Et c'est disponible. Auparavant, ce n'était pas, mais maintenant, c'est disponible. Laurent Klein, puisqu'on est arrivé à la phase d'accompagnement de l'entreprise, moi j'aimerais qu'on revienne sur l'instauration des critères ESG, les fameux environnement, social, gouvernance. C'est un point qui devient de plus en plus important. Est-ce que ça peut présenter des difficultés à implémenter et quelle est votre expérience en la matière? On sait que vous avez une particulière attention sur ce point-là. Alors, sur ce point-là, puis peut-être plus largement, pour revenir sur l'aspect du confort, à la fois que l'implémentation d'une politique ESG au niveau des sociétés de gestion qu'on peut accompagner est importante, mais on a d'autres, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Déjà, je voudrais juste dire que pour un investisseur, encore une fois, qui n'est pas ou peu présent sur le marché africain, qui veut s'y intéresser, je pense qu'une façon d'entrer par le biais de l'intermédiation d'un gestionnaire de fonds est probablement la bonne voie avant de commencer à investir en direct. On obtient en termes de rentabilité financière, simplement, hein, si on détaille plusieurs éléments importants. On a sur notre portefeuille des niveaux de rendement qui sont entre 8 et 10% sur des fonds matures au titre de l'activité d'investissement intermédiaire. Je pense que ça me paraît être un élément de comparaison assez satisfaisant par rapport à ce qu'on peut obtenir sur d'autres places. Alors, dans les éléments de risque aussi qui a atténué de façon à permettre à des investisseurs de venir sur ces marchés-là, effectivement, les sujets ESG, tout ce qui est, on intervient dans des pays où la réglementation, d'un point de vue environnemental, social, de gouvernance, n'est pas toujours complètement établie et pas toujours aux standards internationaux. On l'évoquait tout à l'heure, dans beaucoup d'élevées de fonds qui sont réalisées sur le continent africain voient venir comme souscripteurs des investisseurs institutionnels, des DFI. Je pense que sur la plupart des fonds qu'on soutient,
on a encore une grosse moitié des levées de fonds qui sont réalisées par des institutionnels. Le fait d'avoir ces institutionnels à son tour de table pour un gestionnaire de fonds vous garantit en tant qu'investisseur privé qui souhaiterait suivre une levée de fonds de ce type que sur le plan ESG, c'est un point de passage obligé pour nous tous, investisseurs institutionnels, c'est de s'assurer que les gestionnaires qu'on est amenés à suivre sont à un niveau sont au meilleur standard sur le plan environnemental, social et de gouvernance dans l'exercice de leur activité, dans les due diligence qu'ils accomplissent pour investir, et puis dans leur façon d'exercer leur mandat dans les instances de gouvernance, dans les différentes sociétés dans lesquelles ils opèrent. Donc je pense que c'est à partir du moment où vous venez à un tour de table avec ce type d'investisseurs, vous savez que tout ce travail-là, au niveau des équipes de gestion, pour celles qui ne sont pas encore au niveau de ces standards-là, ce travail a déjà été fait. Et peut-être juste pour aller un tout petit peu plus loin, toujours pareil, en termes d'atténuer les facteurs de risque pour un investisseur qui n'est pas habitué à ces marchés-là, je voudrais dire, nous, dans notre façon d'investir, quand on investit dans un fonds, on l'investit bien sûr pour les impacts qu'on va avoir, pour la rentabilité qu'on va pouvoir obtenir de notre investissement. On cherche à co-investir également avec les gestionnaires. C'est-à-dire qu'on a une connaissance assez intime de l'équipe de gestion qu'on est amené à soutenir, pas seulement au titre de notre activité d'investisseur, mais également parce qu'on partage les évaluations sur les transactions avec un gestionnaire. On apprend à se connaître. Et c'est ce qui nous donne du confort pour, à un stade ultérieur, investir à ses côtés, ou voire même investir directement. Alors pour passer à la phase de sortie, il y a un risque un peu évident, c'est justement celui de ne pas sortir. Là j'ai envie de vous demander, à vous, Rajan, en premier, on parle de différentes solutions. En général, quand il s'agit du marché africain et d'Afrique subsaharienne en particulier, alors c'est de rester plus longtemps, c'est parfois de faire appel à un fonds secondaire. Quelles sont les solutions et le risque, est-ce qu'il est grand finalement de ne pas arriver à sortir? Pour le 2 ans dernier, il y a eu une tendance de pousser le lifetime du fonds. Mais ce qui est positif, beaucoup plus positif, c'est que on voit dans le marché une grande demande pour le secondary fund, c'est-à-dire il y a beaucoup de fund managers qui veulent lever des fonds pour des secondaries. Et aussi, il y a les marchés IPOs, le stock market qui se consolide et des fund managers qui montent de boîtes pour investir dans les stock markets. Et récemment, on a eu une équipe zimbabwéenne. Ils ont investi dans le marché de Zimbabwe pendant 9 ans et ils veulent monter en fonds pour investir dans 9 marchés de l'Afrique. Ça, c'est des signes positifs parce que c'est des signes que ça va monter, ça va venir. Je ne pense pas que ça va prendre 50 ans. Mais c'est des signes qui montrent, et aussi en termes de l'argent en Afrique. Il y a 6 mois de cela, il y a eu un gros fund manager indien qui était venu faire un constat de marché de l'Afrique. Ils ont fait partenariat avec une banque kenyane, pas les grosses que vous connaissez, et ils ont invité tous les clients qui ont plus de $1 million comme fixe dépôt avec cette banque-là. Et croyez-moi, il y avait plus de 200 personnes dans la salle. Le truc, c'est que c'est dans le fixe dépôt. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce qu'il n'y a pas de possibilité ou ce n'est pas encore vu pour investir. Alors, les fund managers indiens veulent exploiter ça pour que cet argent-là parte pour investir dans le stock market de l'Inde. Mais c'est également possible pour l'Afrique.
Ouais. Je voudrais commencer par donner un chiffre. Nous avons fait 90 investissements aujourd'hui à peu près sur le continent et 40 sorties. Donc la sortie est un sujet évidemment sensible et important. Mais la réalité, c'est que sur ces sorties, on a fait toute forme de sortie comme ça a été présenté tout à l'heure par Luc. Bon, on a fait même des introductions en bourse très réussies, des sessions stratégiques à des groupes internationaux. Bon, après, on distingue selon la zone où se situe l'entreprise dans laquelle vous avez investi. Les voies de sortie peuvent être plus importantes que d'autres, en fait. Au Maroc, en Tunisie, l'IPO est quelque chose qu'on étudie quasi systématiquement quand l'entreprise a réalisé le parcours sur lequel on s'était projeté, ou substantiellement du reste. On a aussi beaucoup d'intérêt de la part de groupes internationaux aujourd'hui qui regardent vers le sud pour trouver des relais de croissance. Il y a également un développement croissant des fonds de private equity nouveaux qui viennent faire un peu, excusez-moi l'expression, leur shopping chez des fonds existants. Donc la dynamique de sortie s'est enclenchée. Après, dans des pays où la liquidité est moins présente, nous essayons de sécuriser par des clauses dans nos accords avec les dirigeants ou les groupes que nous accompagnons. Je pense à une clause qui fait toujours débat chez nous, c'est le put option, c'est-à-dire des clauses où on a déroulé en fait toutes les possibilités de sortie, on reste quand même coincé. Là, on oblige les dirigeants ou le groupe familial ou le groupe en tout cas avec lequel on a investi de reprendre notre participation. On ne fait pas les meilleurs rendements dans ce cas, mais en tout cas, on garantit une sortie pour nos investisseurs. Oui, bien sûr, Pierre Hudez. Oui, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Eljay, simplement, en fait, la sortie, elle s'organise dès l'arrivée. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il faut anticiper que, effectivement, on n'est pas sur un investissement sur 50 ans, on est sur un investissement qui est de moyen terme. Et donc, dans la rédaction de la documentation, et c'est ce qu'on essaye de faire avec les fonds que nous accompagnons, c'est d'essayer d'anticiper quelles vont être les modalités de sortie par rapport à l'entreprise dans laquelle le fonds investit. Parce que selon le type d'entreprise, on ne va pas envisager tout à fait les mêmes sorties. Et pour rebondir sur ce que disaient les panélistes du premier panel, c'est ce qui justifie aussi que très souvent, les fonds investissent en minoritaire. Parce que si vous investissez en majoritaire, il est beaucoup plus difficile d'organiser votre sortie. Si vous investissez en minoritaire, vous savez déjà que vous pouvez anticiper, ce que disait très bien M. Eljay, une sortie avec le groupe qui a créé cette entreprise. C'est vrai, c'est pas vrai en fait, ça dépend des cas. Désolé. On a au Maroc fait plus d'opérations majoritaires que minoritaires parce que l'environnement juridique et l'environnement aussi business a fait que nous avons eu des opportunités et on a décidé de faire des deals majoritaires. C'est vrai que la sortie est plus compliquée, mais quand vous êtes interlocuteur d'un acheteur potentiel, que vous êtes le majoritaire, vous maîtrisez un peu plus votre sortie que quand vous êtes minoritaire. Là, nous le vivons à chaque fois que nous devons sortir en dehors d'une sortie boursière en minoritaire, c'est beaucoup plus complexe que quand vous êtes majoritaire parce que vous n'avez pas la main en fait. Et là encore, le débat est intéressant parce que faire du majoritaire, ça implique encore d'autres risques. Donc c'est un choix de stratégie d'investissement, mais qui se fait en fonction, encore une fois, de l'environnement dans lequel on intervient. On a même, je vais citer un exemple que connaît Laurent, était actionnaire à hauteur de 100% dans une entreprise dans laquelle, et qu'on a introduite en bourse il y a 1 an, en organisant en fait juste avant l'introduction en bourse un intéressement significatif au capital des dirigeants de cette entreprise. Et juste après, on a introduit l'entreprise en bourse. Et donc on se retrouve aujourd'hui actionnaire minoritaire de cette entreprise en ayant déjà organisé la sortie et surtout la succession en fait par rapport à l'actionnaire majoritaire que nous étions. Alors avant de passer aux questions de la salle, j'avais une petite question pour Laurent Klein et peut-être retourner un peu
la logique de cette réunion. Madame Essomé nous a expliqué tout à l'heure l'importance que pouvait avoir un fonds d'investissement pour le développement d'un pays, mais est-ce que dans la sortie, est-ce que dans le départ, il n'y a pas aussi une brutalité qui peut présenter un risque, et cette fois du point de vue du pays, du point de vue de l'environnement économique et financier dans lequel on évolue? Et quel est le point de vue des institutions financières de développement sur ce point? Je pense effectivement, quand on investit, comme vous le soulignez, il y a la nécessité d'organiser la sortie. Quand on réalise un investissement, on s'assure bien sûr de l'alignement des intérêts entre les différents investisseurs, des intérêts financiers, de leur horizon de sortie. Il y a peut-être une spécificité, et ça avait été évoqué à l'occasion du panel précédent, une spécificité qui est peut-être un petit peu plus prégnante en Afrique quand on s'intéresse notamment à des investissements dans des PME. Il y a la question du contrôle. On est amené à prendre des participations dans des entreprises aux côtés de chefs d'entreprise qui sont bien souvent les fondateurs de cette entreprise et qui peuvent accueillir ponctuellement un capital risqueur sans avoir la volonté de sortir avec lui à terme et qui veulent garder le contrôle de son entreprise. Donc on est dans notre positionnement, on est une institution financière de développement, on a un positionnement responsable dans ce qu'on fait. On ne veut pas se retrouver dans des situations où on est amené à forcer une cession qui ne serait pas désirée, au titre des différents droits minoritaires qu'on peut avoir quand on investit. On est très attentif à, quand on parle d'alignement d'intérêts, à bien s'assurer très tôt dans le processus que par rapport au chef d'entreprise ou à l'investisseur qu'on accompagne, qu'en termes de contrôle, on est bien aligné. Et on est en mesure de travailler sur des mécanismes qui nous permettent de réaliser une sortie conjointe si elle est souhaitée, mais on travaille aussi avec des outils qui nous permettent de laisser le contrôle à l'entrepreneur qu'on a accompagné si c'est son souhait. On a évoqué, il y a différentes possibilités, il y a la possibilité des IPO avec les limitations bien sûr des marchés, même si les choses ont pas mal évolué au cours des dernières années. Et puis il y a vraiment dans la structure des outils, et de notre côté, étant à la fois investisseur et établissement de crédit, je pense qu'il faut savoir travailler en Afrique avec des outils auto-amortissables, qui permettent de gérer une cession de façon douce. Et je pense que c'est une responsabilité qu'on a quand on investit sur ce type d'entreprise. Mais en agissant ainsi, on a un autre sujet à gérer qui est effectivement l'horizon d'investissement. Quand vous parlez de mécanismes auto-amortissables, soit sur la durée de l'investissement, soit en bout d'investissement pour permettre une sortie phasée sur 2 à 3 ans, c'est que souvent, on se rend compte quand même que sur ces géographies-là, il faut parfois savoir être un petit peu plus patient. En tout cas, nous, de notre côté, c'est le positionnement qu'on a adopté, c'est celui d'être un investisseur patient, d'être capable d'attendre quelques années de plus que sur d'autres marchés pour réaliser nos sorties. Parfait. Nous allons donc passer aux questions de la salle. Donc, voilà, monsieur... Je sais pas si... Thierry Fabre du magazine Challenge. J'aurais souhaité avoir des précisions en fait sur la rentabilité des investissements. Monsieur Rigouzeau, dans la table ronde précédente, nous disait que l'Afrique offrait les meilleurs taux de rendement au monde. Monsieur Klein, donc de l'ordre de 30%. Monsieur Klein parlait de 8 à 10%. Donc j'aurais souhaité avoir d'autres exemples. Dans quels secteurs sont aujourd'hui les plus rentables ? Notamment Maroc Invest. Je suis curieux de connaître les taux de retour de Maroc Invest. Alors, ça se situe entre les deux. C'est un rendement à 2 chiffres, c'est déjà bien. Non, très sincèrement, on a fait... Alors, je vais expliquer le passage entre les 30 et les 10 présentés par Luc, respectivement par Luc et Laurent. En fait, nous, on a un rendement aujourd'hui qui, selon les opérations, qui a varié, qui atteint sur certaines opérations plus de 30%. On est en moyenne aujourd'hui entre 18 et 20% sur nos investissements, ce qui est un très bon rendement. Et une des clés justement de ce rendement, c'est la patience qui a été soulignée et le fait d'avoir attendu le bon moment pour capter la création de valeur et sortir en fait avec un taux de rendement satisfaisant. La différence en fait se situe
entre les frais qui viennent aussi imputer ce rendement, entre les frais de fonctionnement d'un fonds, et puis il y a aussi certainement des frictions au niveau des cours de change entre les investissements qui se font dans les pays et la remontée des produits de cession en réalité. Voilà. Laurent Klein, peut-être non, rien à ajouter. Je vous vois écrire, alors je me disais qu'il y avait une réponse en préparation. Mais... Non, je pense. Moi, les chiffres que je vous ai donnés, on entend beaucoup de chiffres effectivement sur les rendements sur la place. Il y a quelques exemples de très très belles rentabilités obtenues sur la zone. Les chiffres que je vous donnais, moi, c'est vraiment ce qui vient de notre portefeuille. Et quand je parlais de rendement de 8 à 10%, c'était le rendement sur notre portefeuille intermédiaire, donc avec les limitations que vient de souligner Brahim. Peut-être une autre chose dans le contexte spécifique de Proparco, c'est qu'on est encore une fois investisseur, mais aussi et beaucoup établissement de crédit. On a eu un développement très important de notre activité d'investissement en capital au cours des 3-4 dernières années. Ce qui veut dire que globalement, on a un portefeuille, par rapport aux horizons de sortie que j'évoquais tout à l'heure, on a un portefeuille qui est encore assez immature. On a la moitié de nos fonds qui sont en période d'investissement, donc avec des rendements qui ne sont pas encore là. Et au titre de nos investissements directs, je crois que la maturité moyenne de nos investissements, on est à un petit peu plus de 3 ans au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu difficile, après 3 ans en moyenne sur notre portefeuille d'investissement, d'arriver au bout des rendements potentiels de ce type d'investissement. Je pense qu'il y a un élément important qui a été souligné à l'occasion du panel précédent, c'est qu'on intervient sur des marchés où les taux de croissance des activités sont très significatifs et complètement déconnectés de ce qu'on peut voir sur des marchés plus matures. C'est-à-dire que si l'entreprise que vous soutenez, l'établissement financier dans lequel vous investissez, que vous l'amenez à un stade peu avancé jusqu'à une introduction en bourse, si cet établissement ou si cette entreprise poursuit une croissance en rythme avec la croissance de l'économie, vous laissez un potentiel de plus-value à vos investisseurs qui est très significatif. Je pense que c'est un... D'accord. En fait, je dirais même que la clé de la réussite d'une IPO pour un fonds, c'est le potentiel que présente l'entreprise pour la bourse. Donc, nous, quand on désinvestit, l'histoire continue. Parfois, on a même le sentiment, effectivement, comme vous le dites, qu'on aurait pu continuer, mais à un moment donné, il faut passer le relais. Et le fait que des fonds introduisent de plus en plus d'entreprises en bourse est structurant pour le marché boursier, parce que ce sont des entreprises sur lesquelles on a fait énormément de travail, qui sont devenues transparentes, qui sont compliant avec toutes les exigences qu'on peut imaginer, qui nous sont imposées par nos investisseurs, avant même d'envisager cette IPO. Donc je pense qu'il y a une complémentarité intéressante entre ce que nous faisons nous et le relais que peut prendre le marché boursier. Après, maximiser la valeur, on est aussi payé pour ça. Ça, c'est notre job. Hein. Et nous l'assumons complètement. On le fait sans complexe. Encore une question, encore une ou deux questions, peut-être, monsieur. Bonjour monsieur, Olivier Julienne de la société Mozart Finance Conseil. J'avais une question à propos de la domiciliation des fonds à l'île de Maurice. Est-ce un problème pour vous ou êtes-vous soumis aux contraintes UCITS? C'est pour monsieur Klein. Alors, ce que je disais, je crois que les sujets de domiciliation est un débat qui permanent, qui évolue constamment. Le principe qu'on a de notre côté, et on a une politique très claire là-dessus. Déjà, il faut bien séparer le débat entre centres financiers offshore et juridictions non coopératives. Ça, c'est un premier point. Du côté de Proparco, on s'attache, encore une fois, en fonction des investisseurs auxquels vous vous adressez. Tous ne travaillent pas tout à fait sur les mêmes bases. Du côté de Proparco, on suit 3 listes. On suit la liste GAFI. Je parle de listes en termes de places financières sur lesquelles on n'est pas amené à intervenir, qu'on parle de la domiciliation du fonds ou de la société de gestion. Les listes GAFI, les recommandations du Conseil de stabilité financière, et puis la liste établie dans le cadre du Forum mondial de l'OCDE. Et dans ce contexte-là, nous n'avons pas
de difficultés particulières avec une domiciliation à l'île Maurice. Donc, encore une fois, je dirais que c'est un sujet d'attention constante de notre côté. Peut-être encore une question plutôt courte pour une réponse plutôt courte. Parfait. Choisissez, monsieur, peut-être. Voilà. Courte, je ne suis pas sûr, parce que c'est plus un commentaire qu'autre chose. Vous m'avez menti. Non, je regardais Brahim, je regardais nos collègues de Helios, bien sûr, monsieur Luc Rigozo et Laurent Demey sont là aussi. Ça prouve bien qu'il y a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a une multiplicité quand même de fonds et de taille de fonds ou de managers sur le continent. Et c'est une bonne chose, me semble-t-il. Et le fait que cette réunion ou cette assise ait lieu aujourd'hui, me semble-t-il aussi, c'est une bonne chose. Ça prouve que les choses évoluent. Pour répondre spécifiquement, ou plutôt pour faire un commentaire sur deux aspects précis, c'est sur la transparence juridique ou l'instabilité juridique. Me semble-t-il, ils ne me demanderont pas, je n'ai pas connu d'affaires qui se soient posées sur les juridictions nationales et qui n'aient pas trouvé de solution. En fait, il faut les éviter en amont. C'est ce que nous prévoyons dans le cas des pactes d'actionnaires. Et on rentre, si je cite M. Bali et M. Oudbabi qui avaient posé la question tout à l'heure, ou comment s'appelle, Sébastien à côté, qui sont des entreprises sur place. On ne va pas au procès, on s'arrange toujours pour négocier et c'est la confiance qui se bâtit dès l'origine qui permet de faire des sorties justement sans aucune difficulté. Donc là aussi, et le transfert plus tard de ces revenus, de ces plus-values aux investisseurs se fait sans problème. Coris, qui a investi dans 45 entreprises, n'a pas fait de procès, peut-être une seule fois, et là même on a trouvé un arrangement avant. Donc le problème ne se pose pas véritablement. Sur les sorties également, ça a été évoqué plusieurs fois, il y a 10 000 méthodes, principalement le put option, ça dépend aussi de la taille des fonds. Carpentier le disait, Laurent Carpentier je crois, le disait, Pierre Carpentier. Ça se passe bien quand on essaye de le prévoir. Le put option, c'est vraiment un confort. Quand l'entreprise est petite, c'est difficile de trouver quelqu'un pour venir acheter. Mais le IPO, ça commence à venir. La question de marge, Brahim a bien répondu. Quand on y arrive, plus tard, il faut bien que l'entreprise, c'est sur la plus-value plus tard aussi que les investisseurs arrivent. Donc, véritablement, je pense qu'on ne réinvente rien, sauf qu'on s'adapte. Avec de nouveaux fonds, de nouveaux types de fonds qui arrivent et qui se collent à la spécificité de l'Afrique. Donc, par moment, je pense qu'il y a quelques questions quand même. On n'invente rien. On fait le métier de capital equity, fait de private equity sur le continent et on continue tranquillement. Merci bien. Parfait, merci beaucoup. Et je souhaiterais quand même aussi que de temps en temps, si vous le permettez, que ça se colle à la réalité. Parce qu'on est là aussi pour la rentabilité, mais aussi pour les relations humaines. Tout à fait. Et donc, depuis, je n'ai pas entendu M. Bali, je n'ai pas entendu ici. Il faut que véritablement aussi on montre des exemples concrets, qu'on ne soit pas trop abstrait, me semble-t-il, par moment. Merci. Parfait. Et désolé d'avoir été long. Pas de problème. Je pense qu'il est peut-être une dernière question, si voilà, parce que quand même. Oui, bonjour, merci. Cyril Langendorf, Crédit Coopératif. Vous avez très justement indiqué qu'il fallait des équipes en local, que c'était nécessaire pour bien suivre les investissements. Et est-ce qu'un des risques, c'est lié à est-ce que vous trouvez les hommes en local? Est-ce que vous trouvez l'expertise? Et est-ce que le risque, c'est pas de lever de l'argent, mais après de manquer un peu de gens sur place et d'expertise? Merci. Alors, qui veut répondre à cette question d'homme? Je vous remercie de poser cette question. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une sorte de pénurie de dirigeants de qualité parce qu'il y a une pression sur les marchés du travail et les dirigeants de qualité sont souvent dans des postes dans des grandes multinationales, des grands groupes et c'est cela qu'on essaye de faire venir à la PME. Mais c'est vrai que c'est une donnée inhérente en fait aux marchés dans lesquels nous intervenons. Mais aujourd'hui, à la faveur de la crise européenne, on a beaucoup d'expatriation dans le sens, voilà.
ce qui est une très bonne opportunité pour nos entreprises. Parfait, merci beaucoup.